Aujourd'hui, je suis avec Anne-Coralie Bonner. Bonjour Anne-Coralie. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes devant l'ENS, devant l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Vous travaillez donc à la Maison des sciences de l'homme, c'est ça? Oui, la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay, qui est hébergée par l'ENS Paris-Saclay en fait, mais qui est un consortium de différentes universités, donc Université Paris-Saclay, il y a aussi Versailles qui inclut, Évry, Centrale, qui est en face de nous aussi. Ok. Il y en a d'autres d'ailleurs, je pense. Il y en a d'autres que j'ai dû oublier d'ailleurs, mais... Très bien. On prend le bus ensemble, Anne-Coralie? Allons-y. Ligne 91, 6, destination Gare de Massy-Palaiseau, correspondance RER, GV, le masque est obligatoire, merci. Ok, alors on est dans le bus là, on vient de démarrer. Anne-Coralie, est-ce que vous vous souvenez la première journée que vous avez passée sur le plateau de Saclay? Alors oui, je me souviens que j'avais rendez-vous à 9h30 à l'ENS avec mes collègues pour la première journée où je devais venir, c'était le 24 août, juste après... 2020. 2020, voilà. Et je suis venue, j'ai eu l'idée de venir à vélo. Alors déjà, j'avais jamais monté le plateau à vélo. J'avais un vélo mécanique à l'époque, avec seulement 3 vitesses, donc j'ai eu un peu de mal. Et une fois arrivée sur le plateau, je me suis retrouvée coincée derrière l'IUT en fait, parce que la rue que je cherchais, donc l'avenue des Sciences, où se trouve l'ENS, elle n'était pas encore sur Google Maps. Et il m'indiquait la rue parallèle. Donc le temps que je retrouve, que je demande dans la rue, j'étais franchement en retard pour mon premier rendez-vous. C'était super comme ambiance. Ça la fout mal pour le premier jour. Ouais, mais ça s'est bien passé, ça va. Les collègues ont dit qu'ils connaissaient, ils avaient l'habitude, donc je suis bon, d'accord. Oui, il faut dire qu'il y a beaucoup de travaux ici, ça pousse tous les jours. Est-ce que ça a changé depuis 6 mois déjà? Est-ce que vous avez remarqué une différence? Alors oui, il y a des bâtiments qui ont apparu depuis, ou alors qui se complètent, comme celui qu'on vient de passer, là, qui sera probablement une faculté, je crois, de chimie ou de pharmacie de Paris-Saclay, et qui était, il y avait 3 étages quand je suis arrivée. Et je me souviens que le premier jour où je suis arrivée aussi, il y avait encore une espèce de bidonville Rome qui était construit sur le parking, et qu'au fur et à mesure ça a été dégagé parce que les gens garaient leur voiture. Donc ils ont construit d'autres petites maisons derrière, on les voit fumer en hiver, au mois de janvier on voyait le feu dans les petites maisons. Du coup, Anne-Coralie, vous êtes chercheuse. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites au jour le jour et vos projets de recherche? Alors, je suis arrivée au mois d'août seulement à l'université, donc sur le plateau. Je connaissais pas du tout, d'ailleurs, je savais pas où j'allais vraiment. Et j'ai travaillé avant en Allemagne pendant 4 ans dans une université de technologie. Et j'ai fini ma thèse en fait en co-tutelle avec l'Allemagne. Et en ce moment, je travaille sur la parole des chercheurs en sciences humaines et sociales face à la crise Covid. Donc ma collègue et moi, on est 2 sur le projet. Moi, je travaille en quantitatif et elle en qualitatif. Et on a collecté, on en est à 1550 articles depuis 1 an. Donc on les a collectés depuis le mois d'août de manière rétroactive. Oui, 2 chercheurs en sciences humaines et sociales, donc sur des journaux et des médias dédiés à la parole des chercheurs, donc par exemple The Conversation et AOC. Et voilà, on a analysé pour voir ce qui s'est dit, comment ça s'est dit. On a observé qu'il y a eu une espèce de florescence la première vague, où tout le monde s'est dit l'après, qu'est-ce que ça va devenir. Il y avait de grandes réflexions. Et alors ça remonte un petit peu au 2e confinement. Et puis ensuite, ça a disparu assez vite en fait. Il n'y a pas eu de 2e grosse vague de publications, parce que je pense que les gens sont un peu habitués. Et puis il y avait plus cet engouement, cet effet de nouveauté. On s'est dit tout d'un coup, qu'est-ce qui nous arrive? Et puis ensuite, finalement, on s'habitue quoi. Oui, on s'est complètement habitué au virus, au confinement, au couvre-feu. Et il n'y a plus trop de réflexion qui se fait autour de ça, vous pensez? Honnêtement, en ce moment, il y a plus beaucoup sur les médias qu'on observe. Alors, la différence, c'est qu'en fait, il commence à y avoir de plus en plus de publications scientifiques. Nous, on a observé les médias, le type Le Monde, Le Figaro et Libération. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, The Conversation et AOC. Donc c'est vrai, au début, on a vraiment l'impression que ce sont ces médias-là qui ont un peu été investis, parce que c'était un peu une façon aussi de communiquer avec le reste.
Alors que aujourd'hui, il y a de plus en plus de publications scientifiques. Donc c'est un peu comme si la parole avait changé de place en fait. Et c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que les chercheurs se sont d'abord adressés au grand public avant de partager leurs connaissances à la relecture de leurs pairs en fait. Oui, et je pense que ça a dû au fait autant de la recherche en fait qui nécessite de faire des expériences, de vérifier des hypothèses, d'abord de développer des hypothèses, ensuite de vérifier les connaissances. Et ça met forcément un peu plus de temps que de rédiger une tribune pour Le Monde en s'imaginant le monde de demain en fait. Vu qu'on est sur la parole des chercheurs dans les grands médias, j'ai envie de vous demander ce que vous pensez du débat sur l'islamo-gauchisme en quelques mots. Je ne sais pas si vous avez envie de vous exprimer là-dessus ou pas. Alors, le débat sur l'islamo-gauchisme, ça me fait très peur en fait. Parce que je suis moi-même en sciences humaines et sociales, j'ai une formation qui est très interdisciplinaire. J'ai vécu moi-même longtemps à l'étranger. Et le concept d'intersectionnalité qui est en fait simplement un croisement en fait, des discriminations. Ça dit pas à peine plus que ça. Hein. C'est quelque chose que j'utilise très souvent. Donc je me sens un peu concernée quand on affiche les chercheurs en sciences humaines et sociales en les accusant d'un certain nombre de choses qui sont pas forcément fondées. Alors effectivement, j'en parlais encore dernièrement avec d'autres collègues, effectivement, en sciences humaines, on observe la société, et donc on se base sur la société pour développer des concepts. Mais ça ne veut pas dire que les concepts qu'on développe soient forcément faux ou forcément militants, en fait, ou forcément axés vers une certaine politique, on va dire. L'idée, c'est de faire réfléchir justement à la politique, la société, et de proposer des outils pour faire ça, en fait. Donc, est-ce qu'il y a un risque un peu de censure des sciences humaines et sociales, selon vous ? Oui, je pense que concrètement, on va en venir là, on peut mettre un peu au banc un certain nombre de choses. C'est déjà le cas d'ailleurs, parce que j'ai lu dernièrement dans Le Monde justement un article intéressant sur des témoignages de jeunes chercheurs qui ne trouvent pas de poste parce qu'ils utilisent ce genre de concept. Et une autre qui disait, alors moi ce sont des choses que j'utilise, mais je les formule différemment en fait. Je dis discrimination au lieu de dire intersectionnalité, pour pas être affiché justement et pour avoir trouvé un poste. Ok. Donc ça veut dire que même à l'intérieur de la communauté des chercheurs, il y a un peu de tabou là-dessus. Alors je pense pas que c'est à l'intérieur de la communauté, mais vous savez aussi bien que moi qu'il y a de moins en moins de postes pour de plus en plus de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses. Et que c'est d'autant plus difficile d'ailleurs quand on est jeune chercheuse de trouver un poste fixe. Donc il y a un peu cette espèce d'autofiltre en fait, qu'on essaie de se mettre un peu au pas parce qu'on sait très bien qui va décider qu'on passe dans un moule et que si on rentre pas dans ce moule, on a d'autant moins de chances de trouver un poste, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais alors en plus, si on a automatiquement les critères cochés islamo-gauchistes, c'est bon quoi. Ouais. Ok, je vois. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre expérience en Allemagne et ce que vous en avez tiré, comment vous comparez cette expérience avec la France ? Alors, oui, c'est intéressant. J'ai un parcours qui est assez franco-allemand, mais aussi un peu plus international. J'ai aussi passé du temps en Bulgarie et en République tchèque, par exemple. Mais c'est vrai que, comme j'ai fait une thèse en co-tutelle et ensuite j'ai travaillé 4 ans, vraiment dans le système universitaire, pas du tout au titre des échanges et pas du tout au titre d'un postdoc financé par la France ou ce genre de choses. Donc c'était vraiment un emploi par le ministère saxon de l'éducation, d'enseignement supérieur. Je découvre des bâtiments, je suis jamais venue ici, je sais même pas ce que c'est. Il y a une ferme. Ah, c'est ça, une des fameuses fermes. On m'a dit qu'il y avait des fermes sur le plateau. D'accord, ok. Ah oui, c'est Polytechnique en face. Oui. Bon, d'accord. On va rentrer dans le campus et en fait cette ferme elle est historique, je pense pas qu'elle soit vraiment en activité. Les fermes en activité elles sont plus loin mais oui c'est ça. Et il y a des chevaux qui s'entraînent aussi. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait un centre équestre. Oui, d'accord. C'est un côté un peu assez hétéroclite quand même. D'accord. Alors j'en étais à l'Allemagne. En fait, alors moi je pense que j'ai une expérience qui est aussi quand même située. On parlait de la situation des sciences sociales, mais par rapport au fait que j'étais sur un campus de sciences et techniques, donc c'est une université de technologie, et que j'étais
à la faculté d'humanité. Il y a une autre faculté de sciences humaines et sociales. Et sinon, les autres 6 facultés, c'était vraiment des sciences et techniques. Mathématiques, informatique et ce genre de choses. Et du coup, on avait un peu... alors, c'était intéressant parce que notre faculté, c'était la faculté qui avait le plus d'étudiants. Mais n'empêche qu'on avait... Les collègues considéraient qu'on avait un peu une espèce de rôle mineur dans la mesure où on n'était pas des chercheurs en sciences dures ou pas des informaticiens, ce qui était la tradition en fait, de l'université. Donc du coup, ce que je vais dire, c'est un peu lié à ça, à mon avis. Mais ce qu'il faut savoir avec le système allemand, et une des raisons pour lesquelles j'ai quand même choisi de rentrer en France après plusieurs années en Allemagne, c'est que 90% des postes à l'université sont en fait des postes provisoires. Les seuls postes dans la recherche, je ne parle pas des postes techniques, mais vraiment les postes dans la recherche, 10% ce sont les enseignants-chercheurs en fait, qui ont des postes à vie. Et, les professeurs en fait, oui, qui dirigent des équipes. Oui, les professeurs. Et en plus, il y a vraiment aussi j'en parlais hier au sujet de la qualification, où on se disait que la qualification, c'était quand même l'idée de rentrer dans un moule et de correspondre à un certain nombre de critères. Mais de fait, ça existe en fait en Allemagne, sauf que ça ne s'appelle pas comme ça. Parce que c'est dû au fait que quand on connaît les profs et quand on a travaillé pendant très longtemps avec ce prof-là, on a plus de chances d'avoir un poste que si on débarque d'ailleurs. D'ailleurs, moi j'avais fait ma thèse à un endroit, j'ai été travailler du coup dans une autre ville qui était à côté, mais quand même c'était à la même ville, et du coup j'avais quasiment pas de possibilité de revenir dans la ville où j'ai fait ma thèse en fait. Malgré le fait que j'avais gardé un certain nombre de liens avec cette faculté-là, mais... Donc il faut... C'est pas grave. Donc il faut jamais partir en fait de l'endroit où on a fait sa thèse pour garder les meilleurs contacts avec les chercheurs en fait. Oui, c'est ça. Et puis il y a une fameuse loi sur la science et la recherche en fait. Wissenschaftliches Zeitvertragsgesetz, ça s'appelle. Qui prévoit que les postes sont couplés à la formation. Donc 6 ans pour la thèse et 6 ans pour l'après-thèse. Et à partir du moment où on n'a plus, au bout de 6 ans, si on n'a pas un poste fixe, on sort. Parce qu'on ne peut plus être embauché à l'université en fait. Puisqu'il n'y a pas de poste fixe. À part le poste de professeur. Donc c'est un peu... il y a un peu ce côté-là, donc il faut un peu faire ça. J'avais des camarades qui ont eu pendant 3 ans 12 contrats différents sur un même poste. Pourtant c'était toujours un poste et c'était un poste qui devait avoir lieu tous les semestres parce que les cours ont lieu tous les semestres quand même malgré le fait que les postes soient limités dans le temps. Donc c'est un gros gâchis d'énergie, ne serait-ce que pour refaire les dossiers tous les semestres parce qu'évidemment on redemande à chaque fois tous les mêmes dossiers. Il n'y a pas d'avenant comme j'ai eu ici en France. Il faut refaire le dossier d'emploi et refaire le dossier de qualification et dire voilà, je vise telle qualification supplémentaire. Donc ça prend beaucoup de temps. J'ai pas à me plaindre, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu un contrat de 3 ans et ensuite d'1 an. Donc c'est finalement assez long par rapport à certains de mes petits camarades, mais voilà, c'est le côté perspective. Et c'est pour ça que vous êtes revenu en France ? En partie, oui. La deuxième partie, c'était le fait qu'il y ait eu une pandémie entre deux et que c'était la première fois de ma vie que la frontière était fermée et que je me suis dit, si jamais il arrive quelque chose à ma famille en France, je peux pas rentrer. Et c'était vraiment la première fois où j'ai senti la frontière en fait. Pourtant, l'Allemagne, c'est pas très loin. Et non, pourtant c'est pas loin, mais n'empêche que la première chose qu'on a mis en place, il y a 1 an justement aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été de fermer les frontières intra-européennes. Et c'était la première fois que ça m'arrivait, quoi. Donc besoin de revenir parmi ses proches, quoi. Oui, tout à fait. Ça a été décisif, oui. Disons que c'était un peu en tendance où je me disais qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans quand j'aurai plus de poste à l'université. Mais disons que ça a accéléré le processus, quoi. Et du coup, un poste, vous en avez un maintenant en France ? Alors, pour l'instant, oui. Je suis ingénieure de recherche CNRS pour la MSH Paris-Saclay. Mais mon contrat s'arrête le 30 juin. Sachant que quand je suis venue, mon premier contrat, c'était 4 mois et 20 jours jusqu'au 31 décembre et qu'il a été prolongé de 6 mois. Donc après, il faudra trouver un autre contrat. Disons que la différence avec l'Allemagne, c'est qu'il y a une perspective aussi de passer quand même des concours en France et un jour peut-être d'avoir un poste. Donc je suis en train en ce moment de préparer des dossiers pour les concours.
Mais c'est ça, en Allemagne, c'est pas possible en fait. À moins de devenir professeur des universités. Oui, mais ça arrive pas avant 50 ans. C'est réservé à des happy few. Hein. Oui, il y en a très peu, oui. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que ça vous inspire vous qui êtes dans les sciences humaines et sociales, de voir un regroupement de chercheurs comme ça au même endroit? Donc je parle du plateau de Saclay, bien sûr. On est en train de mettre des écoles qui étaient dans Paris ou à Cachan, ou peut-être englobées dans une autre ville, en fait, dans une ville, dans une autre vie. Là, on les met tous au même endroit. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Alors, je pense que je suis pas très à même pour répondre à ce genre de questions parce que pour moi, c'est tout nouveau. Et j'avoue que même avant d'arriver ici, je savais pas ce que c'était que le plateau de Saclay. D'accord. Régulièrement, les collègues parlent du plateau de Condorcet. Je dis oui, et maintenant je sais que c'est aussi un autre centre, mais plutôt sciences humaines et sociales. Mais je savais pas du tout en fait. Dans l'ensemble, moi, ça me fait plutôt penser au système anglo-saxon et des universités vraiment méga campus où on fait que ça. Après, je pense que ça apporte beaucoup aux villes d'à côté. Moi, j'habite à Orsay et dans Orsay, il y a quand même beaucoup il y a des rues qui portent des noms de gestionnaires de CEA, de professeurs des universités. Donc c'est assez sympa quand même quand on est chercheur. Oui, il y a une histoire en fait quand même ici au plateau de Saclay. C'est pas juste. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant, mais ça fait longtemps qu'il y a des bâtiments, qu'il y a le CEA, qu'il y a tout ça. Oui, à Orsay et Gif, Bure aussi, il y a vraiment il y a un très gros plateau. On l'appelle maintenant le plateau Vallée, enfin le campus Vallée, puisqu'il y a le campus plateau. Hein. Mais la Vallée, l'institut de proton technique ou ce genre de choses, ça existe en fait depuis très longtemps. J'en ai parlé avec mon père qui était parisien et qui lui disait oui, Orsay, il faudra qu'on aille visiter, c'est là où il y a l'accélérateur de particules. Je dis d'accord. Donc voilà. Donc l'accélérateur de particules, donc le synchrotron, est une attraction touristique pour les Parisiens. Faut croire. Moi j'aimerais bien que ce soit ouvert et qu'on puisse visiter d'ailleurs. En fait, ce serait sympa. Aussi de la curiosité scientifique d'ailleurs. Tout à fait. Mais je pense qu'en tant que chercheuse, vous pourriez demander à faire une visite, peut-être. En tout cas, moi je suis déjà rentrée dedans. Et c'est beau. Oui, et du coup, il y a quand même peu de sciences humaines et sociales sur le plateau de Saclay. Est-ce que vous vous sentez un peu seule parfois? Alors j'ai été étonnée de découvrir qu'il y en avait autant à l'ENS, mais en même temps j'ai été découvrir que l'ENS, il y avait aussi des sciences humaines et de l'ingénierie. Parce que moi qui ai fait une prépa il y a très très longtemps maintenant, je connaissais que l'ENS pour moi c'était sciences humaines et sociales ou littérature. Et en fait l'ENS Paris-Saclay non. Il y a aussi sciences dures et ingénierie et économie même. Et oui, alors on fait partie des sciences humaines et sociales, mais moi j'étais jamais allée... non, alors oui, mais d'autant plus seule que en ce moment il n'y a pas grand monde de toute façon. Je vois mes collègues tous les mardis et c'est tout. Donc de toutes les façons, oui, on se sent un peu seul sur le plateau quoi qu'il arrive. Ouais. D'ailleurs, ça a été ma première expérience en arrivant. J'avais lu qu'il y avait une cantine à l'ENS, donc j'avais dit à ma collègue c'est bon, pas besoin d'apporter notre cantine. Et en fait, elle n'était pas encore ouverte, elle est ouverte le 7 septembre avec les étudiants. Et donc nous on était le 24 août comme je dis tout à l'heure et donc on a un peu eu faim. Parce que trouver un truc ouvert sur le campus ça a vraiment été une aventure. Et du coup vous avez pris votre vélo et vous avez parcouru le plateau? Alors on a demandé à droite à gauche et finalement on a fini par nous indiquer nous dans le Nord on a passé une baraque à frites, mais sauf qu'il fait pas forcément des frites, hein, mais qui fait des bokits, donc c'est un plat apparemment capverdien. Et c'est très bon, je recommande, d'ailleurs ils sont en face de Centrale. Ok, très bien, pour les gens qui nous écoutent et qui sont sur le plateau. Sinon j'avais entendu qu'il y avait Lulu la frite aussi, qui est un peu plus... J'ai essayé Lulu la frite, je suis allée manger à Lulu la frite, c'est assez extraordinaire. Il y a tous les gars du chantier et du coup ma collègue et moi on faisait un peu figure d'extraterrestre ce truc là. Il y a une espèce d'énorme barbecue. Et donc il y a des pavés de viande gigantesques à griller là-dessus et le petit monsieur en plus il nous raconte des histoires un peu mystiques et tout ça, c'est franchement au niveau sociologique ça vaut le coup, ça vaut la visite quoi.
Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, on dit qu'il y a beaucoup de chercheurs sur le plateau de Saclay, mais il n'y a pas que des chercheurs. En fait, il y a énormément d'ouvriers parce qu'il y a énormément de travaux. Donc, en fait, c'est un peu deux populations qui ne se connaissent pas et qui se croisent. Et ça donne des rencontres assez grotesques parfois. Oui, qui se regardent un peu en chien de faïence, mais ouais. Et qui communiquent pas vraiment. Mais là, c'est vrai que ce truc-là, ça a vraiment été... c'est assez rigolo. Bon, je me suis fait une entorse en y allant parce que le plateau étant ce qu'il était et étant plein de travaux, je suis tombée dans un des trous qui était aux abords du machin. Mais à part ça va. Donc attention, vous marchez sur le plateau. Merci Anne Coralie. Mais merci pour l'entretien, Lucille.